est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Equinox Télévision. Aucune action ne saurait entraver ma démarche pour le changement en cours au Cameroun. Les propos du conseiller spécial du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun après son audition à la Légion de gendarmerie du littoral ce mercredi. Albert Zongan était également attendu par le commissaire spécial de Douala 5e ce jour, une convocation à laquelle il n'a pu déférer en raison de son audition qui a duré un peu plus de 5 heures de temps à la Légion de gendarmerie. Dans l'actualité aussi, où en est l'affaire Victor Mpako, l'ingénieur disparu après un accident lors d'un contrôle sur le chantier du barrage hydroélectrique de Nachtigal dans le département de la Haute-Sanaga. Près de 2 ans après ce drame, la famille demande toujours que justice soit rendue et que la responsabilité de l'entreprise accusée de négligence soit établie. Alors que l'ouvrage sera livré dans les prochaines semaines, la famille de Victor Mpako craint que l'affaire soit enlisée. Bonsoir à tous et bienvenue au journal d'Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. En ouverture de ce journal, les artistes sont de nouveau en colère. Dès les premières heures de ce mercredi, par centaines, ils ont manifesté devant les services du Premier ministre à Yaoundé. Ils dénoncent le paiement par la CIATV de la somme de 318 millions de francs CFA dans un compte bancaire autre que celui recommandé par la présidence de la République. Ils s'expriment dans ce reportage de Rodi Gengassi et Ben Christy Moudio. Près de 6 mois après les dernières concertations entre les artistes et le ministère de la Communication, tutelle de la CRTV, le torchon brûle de nouveau. Des centaines d'artistes ont fait un sitting devant les services du Premier ministre à Yaoundé. Depuis presque 2 ans aujourd'hui, nous ne sommes que dans la souffrance. Alors, nous sommes venus ici à la primature pour dire au Premier ministre que les ordres de la présidence ne se commentent pas, on exécute. Concrètement, les artistes dénoncent le paiement de la première tranche des arriérés relatifs aux droits d'auteur et aux droits voisins dans un compte autre que celui indiqué par la présidence de la République. Cet argent est retiré au trésor par des gens qu'on ne connaît pas et viré dans un autre compte. Depuis décembre, ils ont déjà viré 318 millions. On ne connaît pas d'où c'est parti. Un autre compte que la Société nationale camerounaise de la musique Sonacam identifie comme celui de la Cameroun Music Corporation CMC. Ces artistes dénoncent par conséquent la signature d'un protocole d'accord entre la CRTV et cette société de gestion du droit d'auteur. Il a signé un protocole d'accord le 3 septembre 2024 avec M. Sambende. Il lui a viré 318 750 000 sur les 850 millions. Qui paye mal, paye 2 fois. Des accusations que le PCA de la CMC balaye du revers de la main. Contacté par téléphone, Sambende déclare que la CRTV a fait un virement dans un compte dédié aux arriérés et non dans le sien. Par ailleurs, pour ce dernier, la Sonacam ne serait pas concernée par cette répartition. Il assure que ce sont les sociétés agréées durant la période de 2005-2017 et dont les œuvres des artistes ont été jouées à la CRTV qui ont un regard sur cette enveloppe. Du côté de la Sonacam, l'on assure que le Premier ministre est saisi du dossier et donnera des instructions dans les jours à venir. Albert Zongang s'est présenté ce jour à la Légion de gendarmerie du littoral où il a été longuement auditionné. Après près de 5 heures d'entretien, le conseiller spécial de Maurice Kamto a été autorisé à regagner son domicile. L'objet de cette audition n'a pas été communiqué à la presse. Toutefois, il est à noter que à la même heure ce jour, Albert Zongan était également attendu par le commissaire spécial de Douala 5e.
Une invitation à laquelle il n'a pas donné suite. Dans ses déclarations, au sorti de son audition ce jour, il s'est dit disponible à répondre à toute sollicitation émanant de la justice de son pays. Il a toutefois précisé qu'aucune action ne saurait entraver sa démarche pour le changement en cours au Cameroun. Nous vous invitons à écouter les propos respectifs de Maître Fabien Kenyé et d'Albert Zongang. Ils sont au micro d'Hubert Michel Kameni. Nous sortons comme ça d'une audition qui a commencé à 11h30 et qui vient de finir à ce moment précis. C'était à la suite d'une vidéo qui est dans la toile dont tout le monde connaît le contenu. De la convocation dont il avait fait l'objet à la préfecture. C'est le prolongement de cette convocation. Il a été entendu, une enquête est ouverte. À l'issue, on nous a demandé de rentrer et que si on a besoin de nous ou de notre client, on va le rappeler. Et je dois préciser qu'il a été entendu par le collégien lui-même avec ses collaborateurs. Dans le cadre du second dossier que vous évoquez, il y avait une invitation, je ne sais pas, c'était une invitation, pas du tout une convocation parce que l'invitation n'entre pas dans le cadre des actes de procédure pénale, de procédure judiciaire. Donc je ne sais pas si notre client devait y aller ou pas. Il avait été plutôt invité et même si ça avait été une convocation, nous ne sommes pas en mesure de nous y rendre parce que nous n'avons pas le don d'ubiquité. On ne pouvait pas se retrouver à l'agence de gendarmerie et nous retrouver au commissariat spécial en même temps. Je me sens bien, j'ai été interrogé par des gens qui posent des questions, qui ne sont pas agressifs. Je sors de là, je me tiens à la disposition de la justice et des autorités de mon pays pour continuer à chercher une solution amiable pour que notre pays ne sombre pas dans la violence. Il n'y a pas d'harcèlement possible. Tout citoyen est susceptible d'être convoqué et d'être entendu. C'est la réponse et les questions qui comptent. Mais je crois avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées et je suis heureux du cadre dans lequel on m'a reçu avec mes avocats. Où en est l'affaire Victor Mpako? Souvenez-vous de cet ingénieur disparu après un accident lors d'un contrôle sur le chantier du barrage hydroélectrique de Nachtigal. C'est dans le département de la Haute-Sanaga. Près de 2 ans après ce drame, la famille demande toujours que justice soit rendue et que la responsabilité de l'entreprise accusée de négligence soit établie. Alors que la livraison de l'ouvrage est prévue dans les prochaines semaines, la famille de Victor Mpako craint que l'affaire soit classée sans suite dans ce procès qui semble s'enliser. Dani Warrenzode, Dona Briskamgan. Sur son téléphone, il ne cesse de revisionner la dernière vidéo envoyée par son fils, encore vivant le 30 août 2023. 2 ans après, Ruben Mpako veut croire que tout n'est pas perdu dans la recherche de la vérité sur la disparition de Victor Mpako. Jusqu'à ce moment que nous parlons, je n'ai jamais dormi une nuit entière. À 20h, j'ai sérieusement sommeil. 23h, je suis debout jusqu'au petit matin. Dans cette vidéo envoyée à son père avant sa disparition, Victor Mpako se rend sur un flanc du barrage hydroélectrique de Nachtigal. L'ingénieur de génie civil ne reviendra plus jamais. L'embarcation a chaviré avec ses occupants. D'après l'entreprise CCN, sous-traitant de Nachtigal Hydro Power Company, en charge de la construction de ce barrage, le plus important des projets hydroélectriques menés au Cameroun. Je vous dis que jusqu'à présent, où nous parlons, la société ne m'a jamais notifié. Elle ne m'a même pas encore notifié. C'est un coup de fil anonyme. Un autre coup de fil m'appelle. Étant alors au barrage, lui me dit qu'il est au barrage. Et qu'il me dit que papa, viens vite. Quelque chose veut se passer ici. On dit que Victor s'est noyé. Après une panne de moteur, l'embarcation au bord duquel se trouve Victor Mpako et ses collègues a chaviré alors que les employés sont près d'une vanne d'évacuation du réservoir du barrage. En raison de l'indisponibilité du groupe électrogène alimentant le système de fermeture, l'entreprise n'a pas fermé la vanne. La famille parle de manque de sérieux en matière de sécurité des employés et de négligence dans les recherches après l'accident. D'après les documents du projet, NHPC, dont la multinationale française EDF est l'actionnaire principal, avait l'obligation d'assurer la sécurité de tous les travailleurs. La famille, elle, relève que les recherches n'ont pas été immédiatement enclenchées après l'accident. Le procès pour homicide involontaire et activité dangereuse en cours au tribunal de Nanga et Boko est émaillé d'opacité sur la programmation des audiences, se désolent les conseils de la famille. De manière informelle et en faisant des diligences que nous sommes au courant des dates d'audience. L'État met les moyens pour ça. C'est pour ça que les huissiers vont servir des mandements et se font payer par le trésor public.
Mais nous sommes étonnés parce que M. Paco, lui, a un numéro de téléphone. C'est qu'on fait que nous avons des téléphones que jusqu'à présent, les stations ne nous soient pas parvenues. C'est ce que nous décrions. Voilà. C'est comme une lenteur ou un dysfonctionnement qu'il faut décrire. Répondant à Equinox, le consortium NHPC explique avoir déployé le maximum de ressources humaines et techniques pour les recherches après le drame, mais a été buté par le fort niveau d'eau du réservoir lié à la saison pluvieuse. À quelques semaines de l'inauguration du barrage dont les travaux sont achevés, les proches du défunt de 30 ans craignent que l'affaire tombe dans l'oubli. Une procédure pendante à Nanterre où des responsables de EDF sont poursuivis, tandis que la Banque mondiale, principal financier du barrage de Nachigal, vient d'être saisie par la famille. NHPC a su pour sa part avoir renforcé la sécurité depuis le drame d'août 2023 sur le chantier et signale que son sous-traitant CCN n'a pas encore trouvé un accord sur le montant de l'indemnisation à verser à la famille. Et il y a 4 ans, mourait le cardinal Christian Toumi, l'ancien archevêque métropolitain de Douala, était reconnu non seulement pour son engagement dans la foi chrétienne, mais aussi pour son engagement politique et ses combats pour une société plus juste et humaine. Des batailles qui nous reparlent encore aujourd'hui alors qu'on se rapproche de l'élection présidentielle et que le clergé catholique a dressé le portrait robot de l'homme providentiel qui viendrait sauver le pays. Évocation avec Carlos Minoué et Achille Kamga. Un prophète engagé pour la dignité humaine. C'est en ces termes que le 20 avril 2021, le cardinal Fridolin Ambongo, alors archevêque de Ouagadougou, qualifiait son homologue Christian Toumi, qui avait rangé sa soutane quelques semaines plus tôt. Lors de cette messe d'inhumation en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala, presque tous les témoignages mettaient en éveil l'engagement politique et les combats du défunt pour une société plus juste et davantage portée sur le bien-être de l'homme. C'est que l'ancien archevêque métropolitain de la ville de Douala a mené plusieurs combats dont la lutte contre la torture, contre les injustices, contre les exécutions extrajudiciaires et contre la pauvreté. Aujourd'hui encore, ces combats nous parlent. Dans une société où règne l'injustice sociale, la pauvreté, la misère et bien d'autres maux qui minent la bonne marche de notre pays. Au moment où les évêques du Cameroun ont décidé un temps soit peu de sortir des chapelles pour agir de manière active sur le champ politique, au point d'édicter des critères que devra remplir tout candidat à la prochaine présidentielle, le feu cardinal Toumi devrait reposer en paix. Lui qui en son temps n'hésitait pas à soutenir les batailles de la société civile, non seulement pour la transparence dans l'organisation des élections au Cameroun, mais aussi pour la gestion saine des fonds publics, la cohésion sociale, la paix et la solidarité. Monseigneur Abraham Komé, alors président de la conférence épiscopale nationale, avait salué à ce propos le courage indompté du cardinal Toumi, qui était resté imperturbable face aux pressions des tierces personnes et parfois des personnalités tapies dans le sérail. Peut-être pour comprendre l'engagement des évêques aujourd'hui, à voir arriver au sommet de l'État l'homme providentiel dont ils ont dressé le portrait robot, il faut se souvenir de cette phrase de Monseigneur Abraham Komé: le tombeau des héros est dans le cœur des vivants. Le combat se poursuivra, avait-il conclu. Né le 15 octobre 1930 à Kumbo, dans le nord-ouest du pays, le cardinal Christian Toumi s'est éteint dans la nuit du 2 au 3 avril 2021. L'exploitation minière au Cameroun, le directeur général de la douane s'insurge contre la non-déclaration des exportations d'or et de diamants. En visite dans ces sites miniers à l'est du pays, le directeur général s'est entretenu avec les opérateurs miniers. Ces derniers, de leur côté, reprochent à l'État de ne pas leur permettre de donner leur point de vue dans la prise de décision concernant le secteur minier. Benjamin Essam. Kambele Mobé Kété, une exploitation minière à ciel ouvert. Exploitation minière artisanale ou industrielle, les populations riveraines peinent à tirer profit. L'État aussi ne voit pas trop clair dans les exportations d'or et de diamants. Nous ne voyons pas beaucoup de déclarations en douane sur ces deux produits-là, de l'or et un peu du diamant. Donc on est venu discuter avec eux pour comprendre le problème, puis que quand les autres pays annoncent des importantes importations de ces produits du Cameroun, qu'au moins au niveau de notre porte, nous voyons ces chiffres-là.
La visite du directeur général des douanes à l'Est avait donc un objectif clair, renforcer la transparence dans le secteur minier, dont le flou a des conséquences sur l'économie nationale. Derrière l'or, nous cherchons aussi les devises. Donc si les devises ne reviennent pas, la balance commerciale est un peu impactée. Et aussi au niveau de la qualité de notre monnaie, il y a des soucis. On ne peut pas financer convenablement les importations. En face des exploitants et syndicats miniers qui accusent l'État de ne pas les associer dans des décisions qui engagent le secteur minier. On prend les décisions concernant les mines, on ne consulte pas ce qui fait dans le secteur. Je sais que l'État veut bien savoir comment l'or arrive à Dubaï. Et nous sommes là pour les aider à comprendre si l'État nous ouvre les portes. Dans l'attente des résultats de cette concertation, le directeur général de la douane salue la franche collaboration avec la Sonamine. Nous constatons qu'au niveau du prélèvement en nature, n'est-ce pas, des droits et taxes, ça se passe très bien avec la société Sonamine. Fongod Etuwin Nouvaga a visité quelques sites miniers à Batouri dans la Kadei. On parle à présent de cette journée dédiée à l'autisme. Souvent perçue comme atypique, les enfants autistes rencontrent des défis d'insertion sociale. Selon les spécialistes, l'autisme résulte d'une interaction entre les facteurs héréditaires et environnementaux, une prise en charge précoce et une approche basée sur la patience et l'écoute favorisent leur épanouissement. Certains experts recommandent aussi d'éviter des sodas pouvant contenir des substances perturbatrices. Josiane Gok et Clarisse Fosso. Souvent vus comme des êtres différents, les enfants autistes ont beaucoup de mal à trouver leur place dans la société. Cette pathologie reste encore très peu connue du grand public. L'autisme, c'est le syndrome encore appelé syndrome envahissant du développement. C'est-à-dire c'est un ensemble de facteurs qui troublent le développement de l'enfant. Selon les spécialistes, l'expression des symptômes de l'autisme varie d'un sujet à l'autre. L'autisme ne se manifeste pas de la même façon. Il est caractérisé par 3 éléments: l'absence de communication. Les stéréotypes sont des mouvements répétitifs que l'enfant va faire. Il pourra tout le temps en train de faire la main ou tirer l'oreille ou se taper, se cogner sur le mur pour des raisons inutiles. Troubles neurodéveloppementaux dont les causes ne sont pas entièrement comprises. L'autisme résulte d'une interaction entre des facteurs génétiques et environnementaux, expliquent les spécialistes. Les facteurs environnementaux, c'est-à-dire des toxines, tabagisme. Nous avons aussi les facteurs génétiques, c'est-à-dire des perturbateurs endocriniens qui vont perturber l'enfant, qui vont perturber le développement de l'enfant. La prise en charge précoce permet une meilleure intégration de l'enfant dans son environnement en tenant compte de ses besoins. Alors la prise en charge précoce permet que l'enfant puisse facilement intégrer la société parce que généralement ces enfants sont mis en retrait puisqu'on ne sait pas généralement dans quelle catégorie les mettre. S'il faut les mettre à l'école normale ou alors il faut les mettre dans une école spécialisée. Dans une école normale, ils seront toujours mis à l'écart. Ils ne seront pas avec les autres parce que parfois la maîtresse n'a pas tous les outils nécessaires pour accompagner l'enfant. Les spécialistes recommandent la patience, l'écoute, l'observation avec ses enfants et surtout d'éviter de leur donner des boissons gazeuses car celles-ci peuvent contenir des perturbateurs endocriniens qui affectent le fonctionnement et le développement de l'enfant. Protection de l'environnement et conservation de la nature. Le projet Racine prend corps à Yaoundé. À l'initiative de Planète Urgence, une ONG française, ce projet vise à développer des activités et programmes qui concourent à la lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité. Une action jugée salutaire par le ministère camerounais des Forêts et de la Faune. Joël Essenge et Marcelin Gansop. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question du renforcement des capacités des acteurs communautaires impliqués dans la conservation de la nature et de l'environnement. On a un dispositif qui s'appelle Un euro un arbre qui lève des fonds pour planter des arbres. Nous mettons en place ce gros programme forêt, résilience et territoire là avec des stratégies qui s'appuient effectivement sur des organisations locales. C'est pour ça que
Pour aller vers ces organisations, il faut s'assurer qu'elles sont solides. Des axes, n'est-ce pas, d'expertise que j'ai cités tout à l'heure, l'agroforesterie, le bois énergie, la sensibilisation, etc. À l'éducation aussi, l'éducation environnementale. Mieux outillées, les organisations de la société civile ciblées pourront développer des activités et programmes qui font la part belle à la lutte contre la déforestation et la préservation de l'environnement. Donc c'est un projet particulièrement important et intéressant à soutenir pour l'Agence française de développement, puisque c'est un projet qui permet à la fois de soutenir des associations et des organisations camerounaises qui sont spécialisées dans la protection de l'environnement et la restauration des forêts. Et c'est également un projet qui rentre dans la stratégie du groupe de l'AFD en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. À travers le projet Racine, Planète Urgence et l'Agence française de développement se positionnent comme les acteurs clés de la protection de l'environnement et du développement durable au Cameroun. À charge pour les organisations de la société civile sollicitées de saisir le sens et les contours de ce noble combat. Nous avons signé déjà ce que nous appelons dans notre jargon au niveau du ministère un mémorandum d'entente, un MOU, pour essayer de travailler avec Planète Urgence sur certains points importants. Et vous avez dû remarquer sur la gestion forestière durable, principalement dans les aires protégées, la restauration des paysages, les initiatives en ce qui concerne le marché carbone. En 2023, par exemple, elle a planté plus de 20 millions d'arbres et sensibilisé près de 22 000 personnes à la protection de la nature. Le lancement du projet Racine au Cameroun s'inscrit dans cette mouvance, en espérant que les fruits tiendront effectivement la promesse des fleurs. En pleine résurgence de la nébuleuse Boko Haram, le Niger quitte la force multinationale mixte. Niamey a rendu officielle sa décision le 29 mars dernier. Pour des géostratèges, le retrait du Niger de cette coalition impactera inéluctablement la stratégie de lutte antiterroriste dans la région du lac Tchad. Les États devraient mettre des bouchées doubles pour contenir l'avancée des djihadistes. Cédric Chouna et Kevin Thiogo. La sortie du Niger de la force multinationale mixte ne sera pas sans conséquence dans le déploiement des troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Pilier de la lutte anti-djihadiste, le Niger tourne en effet le dos aux autres pays membres au moment où les attaques reprennent du poids de la bête sur le théâtre des opérations. Le retrait du Niger en lutte contre Boko Haram est une décision grave qui aura des implications sur l'efficacité de la lutte, parce que la mutualisation des forces est un atout dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. La dernière attaque de la nébuleuse Boko Haram contre la base militaire de la force multinationale mixte à Wulgo remonte à quelques jours seulement. Par ailleurs, l'une des plus meurtrières de ces dernières années, avec une dizaine de militaires, notamment des soldats camerounais tués. Alors que le sous-équipement des troupes engagées au front a été déploré, il va en plus falloir aux États membres de renforcer l'arsenal de guerre contre l'ennemi. Ce qui implique des coûts supplémentaires et des armes supplémentaires et une logistique supplémentaire. Sur le plan du renseignement, il est évident que l'absence du Niger sera préjudiciable au reste des troupes, notamment à l'action du Nigeria et du Cameroun dans la lutte efficace contre cette secte. Niamey justifie son retrait par la volonté de renforcer la sécurité de ces sites pétroliers situés dans le nord du pays. Le Niger, qui fait désormais partie de l'Alliance des États du Sahel, annonce qu'il poursuivra la lutte contre les groupes djihadistes sous une nouvelle opération baptisée Nalewadole, honneur obligatoire en français. La force multinationale mixte créée en 1990 pour la lutte contre les groupes terroristes dans la région du lac Tchad fut relancée en 2015 après plusieurs années d'hibernation, regroupant initialement en son sein le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Et voilà qui met un thème à ce grand format de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie avec Serge Lorto et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Serge. Bonsoir Iringonomala. Il y a 4 ans, disparaissait l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Christian Toumi. L'ancien archevêque métropolitain de Douala était connu non seulement pour son engagement dans la foi chrétienne, mais aussi pour son engagement politique et ses combats pour une société
plus juste et humaine. Et des batailles qui nous parlent encore aujourd'hui, alors que l'on se rapproche de l'élection présidentielle et que le clergé catholique a dressé le portrait robot de l'homme providentiel qui viendrait sauver le Cameroun. C'est Jalin. Voilà, c'était donc l'essentiel de notre soir. Deuxième partie. Bonsoir à vous, Iringo Domala. Bonne soirée, c'est Jalin. Rendez-vous demain, 20h. La suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités, Maître Achille Ledio, Maître Joseph-Claude de Biliga, Pierre-Manuel Bignam et l'abbé Pierre Bakaba. Bakaba, on a ouvert cette émission. Étienne Bakaba. Il y a l'abbé Pierre en France. Il avait beaucoup, il s'occupait beaucoup des personnes de la rue et tout ça. Un peu comme ce que vous avez fait. Ça me dit rien. Voilà. L'abbé Étienne Bakaba, vous parliez en début d'émission de l'homme, cet homme, cardinal Christian Toumi. Et le contexte aujourd'hui, c'est un peu. Ça rappelle le combat de l'homme. Est-ce qu'il y a. C'est plus coïncidence? Je ne sais pas pourquoi Equinox a toujours de l'avance sur d'autres médias. Parce que je crois savoir que vous êtes la première chaîne à traiter de ce mémorandum du 2 au 3 avril. Oui. À la nuit du 2 au 3 avril, le cardinal Christian Toumi quittait cette vie. Et ma présence providentielle sur votre plateau, encore que je me rappelle qu'il y a 4 ans, vous m'avez invité sur ce plateau pour parler du cardinal. Oui. C'est vraiment providentiel. Je ne pouvais pas rater l'occasion pour dire merci à sa mémoire, mais pour nous rappeler que nous avons, nous, la génération d'aujourd'hui, l'obligation de poursuivre ce combat de la prédication de la foi en acte. C'est-à-dire qu'on est un peu lassé de cette église peut-être trop restée dans les chapelles, mais qui aujourd'hui sort. Et c'est en cela que je ne cesserai de saluer l'action pastorale de la conférence des évêques actuels du Cameroun, qui est en train de faire de l'évangile le verbe qui se fait chair, c'est-à-dire le verbe qui s'incarne dans les réalités sociales, économiques, culturelles, politiques de la société. Parce que pendant longtemps, on a cru que la mission de l'Église devait rester une mission purement religieuse, qu'on devrait annoncer un évangile qui est désincarné. Et je constate que notre épiscopat reste un épiscopat qui est en éveil, qui est utile, qui est clair, qui ne se permet pas d'annoncer sans dénoncer, parce qu'il n'y a pas d'annonce sans dénonciation. Et c'est ce que le cardinal Christian Toumi en son temps, et pas seulement lui, beaucoup d'autres évêques, même les monseigneur Jean Zoua, a su faire. Donc il faudrait que nous, la génération d'aujourd'hui, peut-être plus que eux, parce que à leur temps peut-être il n'y avait pas ces espaces médiatiques qui sont offerts, que nous rendions bien compte que nous sommes suivis dans nos chapelles, c'est vrai, mais il y a d'autres chapelles, il y a d'autres pupitres, il y a d'autres embons que Dieu nous offre, tel que le plateau d'Equinox Soir, pour venir faire, à mon sens, le relais de ce que nos pères ont dit, à savoir, voilà, nous sommes dans une année cruciale, importante. Il faut que le Camerounais soit informé sur le choix qu'il doit opérer, parce que son choix est un choix capital pour le changement, pour le développement, pour la vraie émergence du Cameroun, pas celle des slogans. Abbé, une minute. Depuis que nous mettons nous essayons de disséquer cette lettre pastorale des évêques à travers une thématique tous les soirs, et nous avons des communicants du RDPC, ils pensent, je résume, que vous tentez d'imposer un candidat au Cameroun. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je leur dis... C'est une forme de dictature. Non, le problème, vous avez constaté par exemple que tout le monde n'est pas catholique. On pensait que
le fait de ne pas pouvoir, je vois M. Emmanuel Bignam qui vient de commettre un ouvrage, on pensait que le fait de ne pas lire, c'est-à-dire que les aimés de la lecture ne sont pas nécessairement les gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté. Je me suis rendu compte que j'ai vu sur certains plateaux, même des députés, ils parlent de la lettre, une petite lettre de 14 pages, mais ils ne l'ont même pas lue. Alors, ils se rendent pas, parce qu'ils ne l'ont pas lu, ils ne se rendent pas compte que la sortie des évêques n'est pas un statut visé d'être contre telle ou telle personne, mais que c'est un message qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire à tous ceux qui veulent aspirer à être président de la République, par exemple. Et rien ne dit que le prochain président, parce qu'il y aura un prochain président au Cameroun, sera encore catholique, ou alors il sera musulman, ou alors il sera un sans religion. Donc c'est une sortie qui s'adresse à tout le monde. Il ne faut pas qu'on s'imagine que si c'était un arrangement, l'actuel président du Cameroun, il est quand même un catholique. Je tiens à le rappeler aux uns aux autres. Donc la sortie des évêques n'est pas un statut visé contre un individu. C'est une vision prophétique qui peut aider, on peut avoir d'autres visions, qui peut aider le Camerounais à faire un choix utile pour le prochain président de la République du Cameroun. Et même si je le dis à mon propre compte, même si ce n'est pas dit tel quel, la réalité c'est que un jeune homme de la quarantaine d'années comme moi, qui est né et n'a connu qu'un seul président, a aussi envie de voir autre chose. Ayant déjà vu trois papes, peut-être il serait déjà en train de voir le quatrième qui est en train d'arriver. Ça fait partie du dynamisme de la vie. Le dire, ce n'est pas faire déshonneur à quelqu'un, c'est la réalité. Le monde avance. Le Camerounais que je suis a besoin de voir un autre visage en face de lui pour lui parler de son avenir et même de sa condition actuelle. Ok. Maintenant, Achille Diop, également, vous avez commencé par dire qu'en face, on ne vous écoute pas. Hein. Vous n'êtes pas les seuls, les évêques parlent, il y a même la société civile, les syndicats. Oui, ces gens-là. Oui. Donc, il faut absolument un homme d'État qui a cette capacité d'écouter et dialoguer, tolérant, ouvert d'esprit, capable de comprendre et de respecter les différences et les diversités qui caractérisent le Cameroun. Je crois que c'est un point important pour ce qui est des qualités requises pour le prochain président de la République du Cameroun. Je félicite et je soutiens. C'est important pour même parler d'utopie. On peut avoir un chef de l'État qui réunit ces qualités. Ces gens-là, ces 10 qualités sont très difficiles à retrouver chez une seule et même personne. Oui. Mais je disais, je félicite, j'encourage déjà la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui, à travers les évêques et archevêques, ont essayé de bosser ce portrait robot. Oui. De celui qui pourrait aspirer à gouverner le pays. Alors, ces gens-là, lorsque je jette un regard cursif sur ces 10 qualités, vous nous avez invité aujourd'hui à échanger sur la cinquième qualité. Je dis rapidement qu'il s'agit ici primo d'une invite de la part de ces pasteurs pour un choix, pour un vote stratégique. Les évêques du Cameroun veulent démontrer aux Camerounais que son vote vaut de l'or. Son vote ne doit pas être troqué pour 2000 francs ou pour 5000 francs. Le vote est quelque chose qui montre à quel point la souveraineté appartient au peuple, qui montre à quel point le président de la République, quel qu'il soit, dépend de cette souveraineté. Donc, il faut être jaloux de ce droit de vote et l'utiliser à bon escient. Voilà ce que primo je retiens de cette sortie de l'épiscopat camerounais. Et
en deuxième grille d'analyse qui n'intéresse et qui n'engage que moi, pour moi, c'est un chapelet de reproches que l'Église fait à 43 ans de gestion du RDPC. J'encourage et je soutiens cette hardiesse de ces évêques et archevêques qui ont essayé de passer au script de leur analyse les 43 ans de gestion du président du RDPC, M. Paul Biya. Lorsque vous prenez tous les 10 points, je puis vous dire, Serge Alain, c'est un chapelet de reproches. Lorsque, permettez que je lise rapidement, la lutte contre la corruption, par exemple, ils disent s'attaquer fermement à la corruption. L'adverbe de manière fermement n'est pas utilisé n'importe comment ici. S'attaquer fermement à la corruption. Qu'est-ce qu'on peut dire du dernier rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême relative à la gestion des fonds Covid? L'auteur rapport, dans ses conclusions, demandait effectivement que des actions judiciaires soient engagées contre les prévaricateurs de la fortune publique. Alors, autre chose, ils disent que la capacité à gérer les crises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le RDPC, qui gère le Cameroun depuis 43 ans, a les capacités à gérer les crises? Que ce soit à l'extrême nord, nous avons vu le récent cas avec Vulgo. 40 ans. Ils ont fêté les 40 ans la semaine dernière. Merci. En face, en barrant les routes, sans autorisation. Personne n'a rien dit. Oui, il n'y a aucune autorisation. Je mets quiconque au défi, à moins qu'il aille fabriquer un truc pour me montrer ça demain. Alors, Serge Alain, il n'y a aucune autorisation. Ils ont bloqué les rues, ils ont mis les Camerounais dans tous leurs états. On a accepté, on est resté tranquille. C'est leur pays et nous autres, nous sommes les passants. Alors, je continue en disant tout simplement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le RDPC a une capacité à gérer les crises, que ce soit à l'extrême nord avec le DRK de Vulgo, où les militaires camerounais sont morts, n'est-ce pas, en défendant la mère patrie, que ce soit à l'est, que ce soit au Nozo? Aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun est devenu un champ de faits divers où chaque jour, il y a quelque chose qui se produit en termes de crise non maîtrisée par le régime. Le futur candidat président de la République doit être capable de sillonner le pays. Vous comprenez, Serge Alain, pour permettre aux autres de parler. Vous comprenez que s'il faut conclure, il s'agit ici d'un portrait robot du prochain président de la République qui peut être tout le monde sauf M. Paul Biya. Un portrait robot du candidat président national Joshua aussi, je pense que ça sied. Ok, ça fait déjà 3. Hier, Maurice Nunga de l'UPC disait que c'est un candidat nationaliste, UPC. Et voilà, Joshua aussi qui vient de s'ajouter. Non, ça fait déjà 3. Je dis toutes les qualités, et il n'y a que l'humilité que vous pouvez constater. Quel que soit le candidat, quand il prendra fonction, quand il prendra fonction, tout le reste, vraiment, je peux vous dire, l'honorable Joshua aussi est le 3e président. Ok. Voilà. Pierre-Emmanuel Biam, ces 10 qualités requises-là, c'est une façon pour les évêques de dire que bon, c'est ce qu'on n'a pas pu trouver chez le président Biya. On dit non, il ne faudrait pas que ça se répète. Le prochain devrait avoir plutôt ceci. Pour le bien du Cameroun. C'est comme ça qu'il faut prendre ça. Je pense que la sortie épiscopale des évêques ne vise pas à dire que Paul Biya n'a rien fait. Oui. Je commence par là. Et elle ne vise pas non plus à dire que nous n'avons pas aujourd'hui des préalables, des acquis que nous devons consolider. Parce que nous avons des acquis. Paul Biya fait quelque chose. Sauf que, de façon froide et sans aucune forme de procès, ils ont ressorti un diagnostic franc et honnête de la situation socio-politique et économique de notre pays, auquel tous les Camerounais s'accordent d'ailleurs. Et je ne cesserai de les encourager, d'encourager l'Église catholique dans cette voie. Ce n'est pas que l'Église catholique est en train de monopoliser le débat ici ce soir. Le fait que Equinox Télévision ait insisté
pour débattre sur cette thématique depuis quelques jours déjà. Je pense que Equinox fait sa part. Equinox continue à relayer et à sensibiliser les populations sur la nécessité de l'urgence de l'heure. Et cette urgence de l'heure-là, c'est ce qui ressort dans la lettre épiscopale. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez par exemple le point 5 à propos du porteur robot du prochain chef de l'État. J'en ai parlé dans mon ouvrage. Le chapitre 5, le point 5, le chapitre 5 de l'ouvrage est consacré à ce que j'ai appelé l'émergence d'un président révolutionnaire. Un président révolutionnaire. Donc, il nous faut urgemment, pour replacer le Cameroun sur l'orbite, et qui va nous permettre de devenir à nouveau un pays prospère. Parce qu'autrefois, nous étions un pays prospère. Il faut le reconnaître. Lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir au moment où le président Aïdjo lui fait le relais en 82, lui-même dans son discours reconnaît qu'il a hérité d'un pays stable, riche et prospère. Où est allée cette prospérité aujourd'hui? La prospérité dont il s'est vanté d'avoir hérité du président Aïdjo est où aujourd'hui? Elle n'existe plus. Okay? La sécurité dont le Cameroun bénéficiait hier ne l'est plus parce que nous sommes dans un pays qui est déchiré par des crises multiformes de gauche à droite, ainsi de suite. Donc, il y a un véritable problème qui se pose aujourd'hui, d'où l'urgence d'observer ce que les évêques sont en train de proposer au peuple camerounais. C'est un éveil de conscience, c'est un appel à l'action. Et c'est aussi ça le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, lorsque du temps du prophète Jérémie, il a vu le danger venir, a commencé à attirer l'attention du roi, que attention, Babylone va assiéger Jérusalem et va amener les Juifs en captivité. Il demande au roi qui était là de se repentir et de poser les actes de justice pour protéger le veuve et l'orphelin. Et ce roi n'a pas écouté Jérémie, malgré qu'il y avait des sons dissonants. Comme effectivement les gens vont tirer sur l'église catholique, tant mieux. Mais au moins l'église catholique a eu le courage de dénoncer, de montrer la voie, de montrer la lumière et le chemin à suivre. On va tirer sur eux. Ça ne sera pas la première fois qu'on tire sur un prophète, sur un homme de Dieu, sur celui qui porte la parole de Dieu et qui est un témoin de la vérité. Donc je les encourage à aller de l'avant, à ne pas reculer, parce que ça va aller crescendo. Mais qu'ils sachent qu'ils ont le sentiment et le soutien du peuple camerounais. Ils ont le soutien du peuple camerounais qui est fatigué. Ce porteur robot est le chapitre 5 de mon ouvrage, la description que j'ai faite des attentes que nous avons du prochain chef de l'État, cadre avec le personnage de Maurice Kamto. Qui remplit tous ces critères, un après l'autre. Maurice Kamto remplit tous ces critères. Donc j'appelle tous les Camerounais aujourd'hui à faire confiance au président Maurice Kamto. C'est l'homme de la situation, c'est l'homme du changement, c'est l'homme de la rupture. La rupture qui nous a été imposée dans le système néocolonial et qui perdure aujourd'hui. Maurice Kamto représente cette rupture-là. Il a eu, par le temps, dans un temps qui a été bien défini, Maurice Kamto a bâti le statut de l'opposant qu'il fallait au peuple camerounais. Il a bâti ce statut-là. Ce n'a pas été facile, mais aujourd'hui, il a ce statut. Et il fait l'unanimité de tous les citoyens camerounais. Faisons-le confiance. Serge-Alain Outou, permettez-moi de vous dédicacer l'ouvrage. Voici votre exemplaire. Merci de m'avoir fait confiance. Je vous dédicace ça. Je dédicace à Serge-Alain Outou, qui m'a fait confiance et qui a commandé son ouvrage. Je lui ai fait cette dédicace parce qu'aujourd'hui, Serge-Alain Outou est devenu une icône nationale de la communication dans notre pays. Et je me tiens à ses côtés pour lui manifester mon admiration et ma reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour le peuple camerounais. Merci Serge-Alain Outou. Merci à Equinox. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Maître Joseph-Claude Biliga, il a dit, l'honorable Joan Nabangui aussi répond à ces 10 critères. On vient de le suivre, le professeur Maurice Kamto également.
Paul Biya également, vous allez dire, il répond à ces 10 critères. Permettez-moi d'abord commencer par présenter mes condoléances à la famille Mpako. C'est la deuxième fois que je suis cette histoire, d'ailleurs, à la radio, avec sa fille qui parlait de ce truc. Et j'avoue que c'est difficile pour un parent qui a élevé son enfant et qui voit que son enfant est parti de cette manière-là. Je leur demande de faire comme ils ont dit, d'avoir confiance en la justice, parce qu'ils ont dit qu'ils ont saisi la justice. Et j'espère que, même si celle des hommes ne leur rend pas service, ne leur rend pas, justice, celle de Dieu sera là. Je voudrais féliciter également notre ancien camarade. Nous savons des camarades que nous envoyons dans d'autres partis politiques, Albert Zonga, qui vous a dit qu'il a été bien accueilli par les gendarmes, qu'il a été bien reçu. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on croit, lorsqu'on va à la justice, lorsqu'on va devant les OPJ, on peut être bien reçu. Je le dis et je fais un clin d'œil à mon confrère qui est avocat. Si nous, les avocats, on devait être également reçus comme ça, ce serait l'idéal. Donc je pense que ces autorités et les OPJ doivent comprendre que comme ils ont reçu Zonga, que même si un avocat a un problème, qu'ils ne viennent pas avec toute la brutalité, qu'ils reçoivent également tout le monde comme ça. C'est une image positive de notre pays et qui est présentée comme ça. Et tout à l'heure, je croyais naïvement en disant, parce que j'ai lu ce document des prêtres, naïvement, que c'était un document neutre. Parce que le rôle des prêtres également, c'est de ne pas faire, de choisir leur enfant. C'est-à-dire, c'est notre père, ce sont nos pères, donc être des gens neutres qui disent à vos enfants, allez, moi ma voix, mais pas pour taper sur leur deux. Or, j'ai l'impression qu'ici, ils se sont. D'ailleurs, l'abbé Bakaba l'a dit, qu'il est fatigué de voir la même personne au pouvoir. Donc j'ai compris que, en fait, ça c'est pour dire que Paul Biya doit partir. Et ça, vous comprenez bien que les Camerounais ne vont pas accepter cela, parce que ce n'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Et je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, on avait vu une des délégations des chefferies traditionnelles aller demander à président Biya de se représenter. Il y a eu des levées de boucliers, des gens qui disaient, mais non, ce sont des autorités morales, il ne faut pas qu'elles prennent position, parce que dans leur chefferie, il y a en même temps les gars de MRC, les gars de SDF et autres, donc ils doivent être neutres. Dans vos paroisses, il y a les gens de RDPC, il y a les gens de SDF, il y a de MRC, essayez d'être neutres. Ce serait l'idéal. Moi, je dis, lorsque j'entends parfois certains pasteurs, il y a un des miens qui a commencé à faire une prêche une fois comme ça, je lui ai dit non, c'est pas normal. Faites des prêches, essayez d'éviter de les personnaliser en disant vous attaquez à un truc. Vous savez, Serge allait autour, tout à l'heure j'ai souri lorsque des gens ont commencé à énumérer ceux qui répondent aux critères. Et je me suis souvenu d'une tentative de l'opposition de présenter un candidat unique il y a quelques années. Il avait fixé des critères. L'un des critères, c'était être bilingue. Et ce critère éliminait d'office le président du parti, de mon ami, mon confrère, le chairman John Foudi, qui naturellement a refusé de continuer dans cette mouvance. Il est parti aux élections seul, c'est-à-dire sans... Et la personne qui avait été choisie, c'était Feu Dr Ndamjoya, qui a été naturellement battu par John Foudi. Donc vos critères, mettez-les comme vous voulez. Il a été battu par John Foudi. À quelle échéance? Non, je veux dire qu'il était devant John Foudi. Non, ça c'est vous biaisez. Je biaise pas, c'est la vérité. Confrère, allez vous renseigner. Alors, en 2011, ce que vous rappelez, c'est 2011. C'est maintenant après les élections, qui a gagné qui? Non. Qui était devant qui? John Foudi était devant Ndamjoya. Alors, il faut retracer les faits. C'est ce que j'ai dit, non? Non, vous avez dit que Ndamjoya l'avait... Non, je ne peux pas dire une bêtise. Ce serait un lapsus de non, je ne l'ai pas dit. C'est John Foudi qui a gagné. Or, John Foudi, dans le critère qui avait été énoncé par les gens de l'opposition, au niveau des primaires, lui ne serait jamais allé aux élections. Il aurait été éliminé. Donc, je vous dis vos critères, mettez-les vos critères comme vous voulez. C'est le citoyen camerounais qui, avec son bulletin de vote, va voter. Moi, je pense que ce qui est important pour moi, comme je l'ai dit, c'est que les règles soient claires et limpides, que l'élection soit
faite d'une manière honnête. Moi, c'est le plus important. Que tout le monde puisse être candidat. Ceux qui pensent que c'est le président Biya qui doit être, mettre les juges un peu gênés, parce que ils sortent d'une zone camerounaise où les chefs sont à vie. Je suis sûrement surpris que tu viens parler sont à vie. Mais comment vous pouvez comparer? Non, vous ne pouvez... Laissez-moi parler. Non, vous ne pouvez pas laissez-moi parler. Un royaume. Laissez-moi parler. Sincèrement, quel est le critère? Le royaume, le critère, c'est le sang. Il faut avoir le sang royal pour régner. C'est tout. Vous me laissez passer. Vous me laissez parler. Le grand frère, laisse-moi parler. Les critères, les 10 qualités, est-ce que votre candidat... J'ai répondu à ça carrément. Le MSC pense que leur candidat a le profil. Le SDF pense que son candidat a le profil. Est-ce que le RDPC pense égal? Voilà la question. Encore que le RDPC... Moi, je crois qu'il n'a peut-être pas encore son candidat. Non, ils ont un candidat naturel. Je vais vous dire, non, c'est pas vrai. Là, maintenant, on va rentrer dans les visions. Vous rentrez dans le RDPC maintenant? Non, dans les visions. Non, je dis... Est-ce que je peux reprendre ma parole? Ok. Je disais, ceci, s'agissant du candidat, c'est pas par hasard que j'ai pris le cas de Ndam Joya et de John Fundi. Il y avait des critères qui avaient été fixés. Une personne les remplissait, c'était Ndam Joya. On allait aux élections, Ndam Joya était bien derrière John Fundi. Est-ce que c'est menti? Non. Je vais dire également que ce qui est important, ce ne sont pas vos critères. Ce qui est important, c'est le bulletin de vote. C'est les Camerounais qui vont aller voter. Vous pouvez mettre vos critères. Combien de... Est-ce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'est même ce que vous avez écrit comme critères? C'est que les trucs ont écrit. Moi, protestant, les critères des catholiques... Grand frère, vous savez pertinemment qu'avec ce électeur, il est difficile de parler d'honnêteté en temps d'élection avec électeur. N'allez donc pas aux élections. Merci. Oui, l'abbé. Vous voulez dire qu'au RDPC, il y a quoi? Je commence d'abord par un conseil, parce que c'est aussi ça le rôle de l'Église. Oui. Je conseille à mes parents, à mes amis, à mes anciens camarades de classe, du séminaire, qui ne sont pas devenus prêtres, mais qui sont qui dans l'armée, qui dans l'administration, qui dans la vie civile, qui sont militants, même mes propres frères d'ailleurs, du parti qui est au pouvoir. J'ai commencé à le dire en début d'année, qu'ils commencent à préparer l'élection présidentielle 2025 sans le président Paul Biya. Parce que mon vœu de bonne année, c'est que l'élection 2025 va se passer sans le président Paul Biya. Pourquoi? Parce que pour le moment, il ne leur a pas encore dit qu'il va être candidat ou non. Et donc, moi, en tant que un de ses petits-fils, ça, ce n'est pas écrit dans l'aide des évêques. Il ne faut pas confondre. Moi, en tant qu'un de ses petits-fils, je prie chaque jour que Dieu lui inspire et dit, je me repose. C'est votre prière. C'est ma prière de tous les dons, c'est un conseil. Moi, je n'ai pas de problème que le futur président du Cameroun sorte du RDPC, du MSE, du PCRN, ou je sais de quel autre parti, ou du SDF. Ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que le prochain président du Cameroun soit capable de marcher dans les rues pour rencontrer les gens. Qu'il soit quelqu'un qui puisse se déplacer pour connaître le pays. Et c'est en cela que je salue la sortie prophétique des évêques. Vous me dites, maître, que vous n'êtes pas catholique. C'est normal, nous sommes dans un débat, vous pouvez le dire. Mais il y a tellement de pasteurs de l'église, des églises presbytériennes, luthériennes qui nous appellent tous les jours, qui interviennent à la radio Télévision Veritas pour nous dire bravo. Nous n'avons pas le courage de faire ce que vous faites, mais nous vous disons bravo. Donc nous n'avons pas un problème. De protestants. Même mes frères musulmans. J'ai dans ma famille des frères qui sont imams, qui vivent à Ezeka et autres. Je reçois des messages, bon, je ne sais pas à quel titre,
Des visions aussi. De part et d'autre. Apparemment des visions, parce qu'en fait, vous parlez des visions de la vision. La vision que vous parlez, parce qu'en réalité, vous savez, je suis mal placé pour parler de Dieu, avec les gens de Dieu. Vraiment, mais là, vous rentrez dans le sphère politique, vous allez m'obliger à parler politique et à vous manquer un peu de respect. Mais je ne voudrais pas le faire, parce que j'estime que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes habillé en tenue de Dieu, donc s'il vous plaît, restez hors de la sphère politique. On parle d'écouter et de dialoguer. Oui, mais vous ne dialoguez pas. Vous ne pouvez pas refuser d'écouter, de m'écouter. Tout à l'heure, vous m'avez empêché de parler. Tout à l'heure, vous m'avez empêché de parler. Tout à l'heure, vous m'avez empêché de parler. Toutes les voix, vous allez souffrir. Tout à l'heure, vous n'avez pas pu souffrir. Même celles qui ne sont pas concordantes. Tout à l'heure, vous avez été incapable de me suivre. Je vous ai écouté. De me laisser parler. Ma conclusion, c'est que, et ça, ce n'est pas dans la lettre des évêques. Ma conclusion, c'est qu'en réalité, d'après moi, je suis un citoyen, j'ai ma carte d'électeur, je n'influence le vote de personne. Ma conclusion, c'est qu'en réalité, le match est fini depuis 2018. On est rentré dans les arrêts de jeu. Donc pour moi, ce sont les arrêts de jeu. Et ma prière, parce qu'il s'agit pour moi d'une prière, c'est que mon grand-père, le président Paul Biya, qu'il m'écoute et qu'il dise je me repose. C'est pas dans la lettre. Mais ne comptez pas sur lui pour j'ai le droit, non. Ne comptez pas sur votre grand-père. Tout le monde. On est dans le dialogue. On est dans le dialogue et on est dans l'écoute. Il sera aux élections, mais il sera battu. En tant que le père de la nation, il écoute tout le monde. Et donc je dis, moi, comme un des millions de ses fils et petits-fils qu'il a dans le monde, j'ai le droit de parler à mon grand-père. Donc permettez-moi de dire à mon grand-père, papa, merci pour ce que tu as fait. Là, c'est bon. Le match est fini depuis 2018. Mon père, je dirais également que comme le pharaon en Égypte, le cœur du président Paul Biya s'est endurci. Il n'abandonnera pas jusqu'à ce que Dieu, à travers le peuple camerounais, le débarque. Je l'ai dit ici, il faut compter sur l'homme, je vous dis, il faut oublier ça. Vous allez voir, il est candidat, il sera candidat, mais il sera battu. Vous avez vu le RDPC dernièrement se mobiliser. Vous avez vu la RDPC sur le terrain avec les médias. Non, mais moi, j'ai été conseiller municipal pendant 18 ans. Je connais la force du RDPC. C'est le seul parti qui est présent. Je peux vous dire que préparez-vous à autre chose en tant que votre fils, sans avoir quelque chose contre vous. Le RDPC est resté une coquille vide. C'est devenu une coquille vide. Vous continuerez à rêver, à avoir des visions. Ok, merci beaucoup. Continuez la prière, mon père, peut-être. Merci, Serge Alain. Merci, Pierre-Emmanuel Biya. Abbé, merci beaucoup. Merci encore à Equinox. Je l'ai dit, je ne comprends pas comment. Ça, c'est flatté Equinox, mon Dieu. Toujours à l'avant-garde. Ils ont parlé du Canada aujourd'hui. Il faut la Talakou, c'est pas ça. C'est la locomotive. Et tu l'as dit, c'est grâce au RDPC que l'espace médiatique est ouvert. Tu l'as dit tout à l'heure. Grâce au combat. Finalement, tous les militaires de sont des menteurs alors. Oh, merci beaucoup. Merci pour là-dessus. On va réécouter l'émission si moi je l'ai dit. Ok, merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit. Prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 19h. Bonsoir, du pays Lingol. Ah, c'est chaud. Il avait été assassiné.